La ville natale de Victor peut à peine être appelée ville. C'était tout juste un point d'arrêt pour les voyageurs sur la route. Il y a plein de villes comme celle-ci dans le sud-ouest des États-Unis. C'était autrefois des villes peuplées et prospères, mais désormais, elles étaient si peu fréquentées qu'on avait du mal à les considérer ne serait-ce que comme des villages. Ces villes presque désertées n'avaient généralement qu'un ou deux magasins, des stations-service avec une petite supérette qui vendait de tout. Dans la ville de Victor, de qui nous vient cette histoire, il n'y avait qu'un seul magasin de la sorte, qui appartenait à ses parents. Il a passé toute son enfance dans ce magasin, accompagnant l'un ou l'autre de ses parents pendant qu'il travaillait. Il y a littéralement grandi. Quand il a eu 12 ans, il a commencé à travailler lui aussi dans le magasin, pendant les grandes vacances d'été. Il n'aimait pas vraiment ça, mais c'était le seul moyen de gagner un peu d'argent de poche. Il a donc appris à l'accepter et à relativiser. Il s'est rendu compte très tôt qu'il avait de la chance, et qu'aucun autre enfant du village n'avait ce qu'il avait. L'incident de cette histoire lui est arrivé pendant un des étés qu'il avait passé à travailler dans le magasin familial. Le dernier été dans sa ville natale, avant qu'il ne parte pour l'université. Il avait 18 ans à ce moment-là, et il était très excité d'enfin quitter sa ville et de découvrir de nouveaux horizons. À l'arrière de leur boutique, ils avaient un petit espace qui servait de cuisine, où ils vendaient de la nourriture pas très saine et graisseuse, comme des burgers et des frites. Il y avait un groupe d'hommes plus âgés, des habitués qui venaient chaque matin pour le petit déjeuner. Ils s'asseyaient dans le coin prévu à cet effet, pour boire leur café et se raconter les derniers ragots. Victor les connaissait depuis tout petit, tellement qu'il les laissait se servir eux-mêmes pendant qu'ils surveillaient l'avant de la boutique. Il était vers 8 heures du matin ce jour-là, lorsqu'un homme à l'apparence négligée et très nerveux est entré dans le magasin. La première fois que Victor l'a vu, il n'était entré que pendant quelques secondes. Il avait brièvement regardé autour de lui, a fait un aller-retour dans un rayon, puis est aussitôt ressorti. Il est retourné à sa voiture et s'est assis à l'intérieur, seul. On aurait dit qu'il se disputait avec lui-même. Il n'était pas au téléphone ni rien. Victor a supposé qu'il était parti pour de bon et est retourné à son travail. Après à peine 1 minute, il a de nouveau entendu le carillon de la porte du magasin résonner. Il s'est tourné vers l'entrée pour voir le même homme étrange. L'homme en question a regardé autour de lui une deuxième fois. Puis, au lieu de partir, il s'est approché du comptoir cette fois-ci. Victor lui a demandé s'il avait besoin d'aide, mais l'homme l'a ignoré. Il a juste continué à regarder autour de lui, avant de se tourner vers Victor et lui sourire. Victor a commencé à lui demander de nouveau s'il pouvait l'aider, mais il a brusquement été interrompu. L'homme a sorti un petit couteau de cuisine de sa poche. Paniqué, Victor a laissé échapper un cri. Il a regardé au niveau des pompes à essence pour appeler à l'aide, mais il n'y avait personne. L'homme a foncé droit devant lui et a sauté par-dessus le comptoir. Il n'y avait plus aucun espace pour que Victor puisse s'échapper. Ça n'a fait qu'empirer sa panique, qui a complètement pris le dessus sur lui. Il criait et était incapable de communiquer. L'homme l'a saisi et lui a ordonné d'ouvrir la caisse. La situation était chaotique, et il était bien trop effrayé pour réfléchir clairement. Cela n'a fait que mettre l'homme encore plus en colère. Il a giflé Victor plusieurs fois, puis lui a montré son couteau. Voir l'arme a ramené Victor sur terre, suffisamment pour qu'il puisse appuyer sur le bouton d'ouverture. La caisse s'est ouverte en grand, et l'homme l'a jeté au sol pour se jeter sur l'argent à l'intérieur. Il a pris tout ce qu'il pouvait, pendant que Victor était au sol, le regardant en priant pour qu'il le laisse tranquille, une fois l'argent pris. Soudainement, une grosse ombre est apparue au-dessus de lui, et a violemment saisi son agresseur. L'ombre et l'homme se sont brièvement battus, jusqu'à ce que l'homme disparaisse derrière le comptoir. L'ombre a suivi tout de suite après. À ce stade, Victor ressentait plus de la confusion que de la frayeur. Il s'est redressé sur ses genoux et a regardé par-dessus le comptoir. À sa grande surprise, 2 des habitués du petit déjeuner étaient en train de rouer son agresseur de coups de poing. Dans la confusion et la panique, Victor les avait complètement oubliés. Comme ils étaient au fond du magasin, ils étaient complètement invisibles pour les autres, y compris Victor lui-même. Toujours désorienté et tendu, il est resté là à regarder les hommes battre son agresseur, pendant au moins 2 bonnes minutes. Il n'avait jamais vu quelqu'un prendre une telle raclée de sa vie. Ce n'est que plus tard qu'il a remarqué que l'un de ses défenseurs avait été lacéré par le couteau de l'agresseur. C'était probablement pour cette raison que les hommes avaient été aussi violents avec lui. C'en est arrivé à un point où Victor s'est dit qu'il ferait mieux d'intervenir, pour éviter qu'il tue l'agresseur. Il leur a calmement demandé d'arrêter et ils se sont aussitôt stoppés. L'agresseur est resté immobile au sol, saignant de plusieurs endroits. Victor est sorti de derrière le comptoir et a remercié les hommes pour leur aide. Il s'est occupé de leurs blessures du mieux qu'il pouvait, pendant que les autres hommes appelaient le bureau du shérif. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont pris les témoignages des personnes présentes, puis l'agresseur a aussitôt été emmené au poste. Les 2 héros de Victor ont gagné un petit déjeuner gratuit à vie, offert par ses parents reconnaissants. En parlant de ses parents, il a d'ailleurs mis 4 bonnes heures pour les prévenir, et naturellement, ils ont été choqués.
Ils ont donné à Victor quelques jours pour se remettre. Et au lieu de parler de ce qui s'est passé à un professionnel, Victor a préféré noyer son traumatisme dans l'alcool avec ses amis. Il n'a jamais vraiment pris le temps de bien digérer ce qui s'était passé. Et cet incident a continué de le hanter pendant plusieurs années. Il continue d'ailleurs de le hanter à ce jour, dans son sommeil et même en plein jour. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 8 ans. À l'école, je m'asseyais habituellement à côté de ma meilleure amie, Anna. J'étais nouvelle dans cette école, et Anna s'est empressée de me raconter comment notre principal avait été assassiné, et que l'école était hantée par son fantôme. Apparemment, il se manifestait chaque nuit dans les couloirs, après les cours, quand il était temps de rentrer. Anna m'a aussi dit qu'on devrait aller explorer le sous-sol de l'école, là où le principal avait été tué. J'ai d'abord répondu non, parce que ça ne m'intéressait pas du tout, mais elle a tellement insisté que j'ai fini par céder. Nous y sommes donc allés après les cours. Lorsque nous avons ouvert la porte menant au sous-sol, nous avons vu que les escaliers étaient pleins de poussière et de saleté, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Nous sommes descendus tout en bas. Il faisait complètement noir. C'était très difficile de discerner quoi que ce soit, même en nous habituant. Et les lumières ne marchaient pas, évidemment. Soudainement, nous avons entendu un gros bruit au-dessus de nous. Effrayés, nous avons toutes les deux couru et nous nous sommes cachés derrière une table cassée. Puis nous avons entendu. Une silhouette descendait les escaliers, tenant un couteau dans une main et un sac en plastique dans l'autre. La silhouette regardait autour, comme pour vérifier s'il y avait quelqu'un dans les environs. Cette personne marchait tout près de nous, au point où j'ai dû couvrir ma bouche et celle d'Anna pour ne pas nous trahir. Après avoir de nouveau regardé autour, la personne est partie. J'ai dit à Anna que c'était le moment ou jamais de partir, et alors qu'on se levait, on a entendu la personne nous hurler dessus. C'est là que j'ai pu voir son visage. Il était ensanglanté et couvert de blessures. Après son hurlement, il a laissé échapper une sorte de grognement, puis s'est mis à s'avancer vers nous, à une vitesse sinistre. Le couteau dans sa main était plein de sang, et pendant qu'il marchait, il chantait des comptines. Nous avons couru aussi vite qu'on le pouvait dans les escaliers pour remonter. Et heureusement, la porte n'était pas verrouillée. En retournant dans les couloirs de l'école, nous avons remarqué qu'il n'y avait plus âme qui vive dans le bâtiment, pas même des agents de sécurité. Nous sommes allés directement dans notre classe, et nous nous sommes cachés dans le placard à manteau. Nous pouvions entendre l'homme nous parler à l'extérieur, qui répétait « Sortez de votre cachette, où que vous soyez, je ne vais pas vous faire de mal ». Après 1 minute à avancer dans les couloirs, il est entré dans notre classe, et s'est mis à nous chercher. Il s'est approché du placard où nous étions cachés. Terrifiés, Anna et moi avons couvert notre bouche. Il était sur le point d'ouvrir la porte du placard, lorsque nous avons soudainement entendu des sirènes de police, et nos parents criant nos noms. Nous sommes sortis de notre cachette, et nous avons couru hors de la classe pour rejoindre nos parents, qui avaient appelé la police. Nous nous sommes jetés dans leurs bras, en larmes. Les policiers ont réussi à arrêter l'homme. Apparemment, cela faisait des années qu'il était recherché. Il se cachait dans notre école pour kidnapper des enfants et les tuer. Il a fini en prison. J'ai toujours du mal à croire que nous ayons échappé d'aussi peu à la mort.